Au Zimbabwe, l'opposition a revendiqué mardi la victoire de son candidat Nelson Chamisa, un haut responsable du mouvement pour le changement démocratique, dit se baser sur les résultats des agents du parti. En RDC, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba va atterrir mercredi selon ses partisans à l'aéroport de Kinshasa. En route pour la présidentielle à venir, l'homme retrouve sa terre natale après plus de 11 ans d'absence. En Côte d'Ivoire, un collectif d'exportateurs nationaux de cacao a été mis en place pour réduire les coûts d'exploitation et être plus compétitif pour faire face à une campagne cacaoyère 2018 très difficile. Aujourd'hui, c'est le 1er août. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Le premier tour de l'élection présidentielle au Zimbabwe est passé. L'opposition a revendiqué mardi la victoire de son candidat Nelson Chamisa, un haut responsable du mouvement pour le changement démocratique, dit se baser sur les résultats compilés par des agents du parti. Reportage. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales de lundi, qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF au pouvoir et le mouvement pour le changement démocratique, n'ont pas encore été annoncés. Ce retard alimente dans l'opposition des soupçons d'interférence du camp gouvernemental dans le processus électoral. Pour l'opposition, la victoire lui revient. Nous protégerons ce vote. Le peuple du Zimbabwe a attendu si longtemps patiemment, a résisté à la tentation de recourir à des moyens illégaux et inconstitutionnels pour parvenir au changement. Nous avons gagné les élections, nous avons recueilli les résultats. Les résultats montrent que nous avons gagné. Nous osons maintenant, nous demandons et poussons la commission électorale à annoncer les résultats. De son côté, le président Mnangagwa s'est dit confiant de remporter les premières élections depuis la chute du père de l'indépendance, Robert Mugabe. Les premiers résultats étaient attendus mardi et les résultats complets d'ici au 4 août. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre. En République démocratique du Congo, en point de presse du mouvement d'opposition Lutte pour le changement Lucha, qui voulait dénoncer l'assassinat d'un de ses membres morts dans un incendie, a été interdit par la police ce mardi à Goma dans l'est du pays. Cette interdiction intervient alors qu'une quarantaine de manifestants du dit mouvement se trouvaient déjà en détention la veille dans la capitale Kinshasa. Les militants du mouvement Lutte pour le changement voulaient dénoncer l'assassinat d'un de ses membres, Luc Nkulula, mort au mois de juin dernier dans l'incendie de sa maison à Goma. Mais la police a interdit l'accès à leur point de presse. Le maire de la localité, Timothée Moïsa Kissé, justifie cette interdiction par le fait que cette conférence de presse ne pouvait se tenir sans l'autorisation de la mairie. Un militant de Lucha a cependant lu dans la rue un communiqué qui dénonce les conclusions d'une enquête judiciaire dans cette affaire rendue publique vendredi dernier par le procureur. À travers cette conclusion, le procureur avait annoncé que cet incendie était tout simplement un incendie malheureux et qu'il n'y a pour l'instant aucun prévenu à poursuivre. Les militants de la Lucha disent être plus que jamais convaincus que leur camarade a été assassiné. La Lucha a par ailleurs indiqué que 7 de ses militants se trouvaient parmi les personnes arrêtées lundi à Kinshasa. En effet, une quarantaine de manifestants, des militants de mouvements citoyens, ont été arrêtés lors d'une marche silencieuse. Ils marchaient pour aller déposer un mémorandum au bureau de la représentante spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles afin d'exiger l'implication du président Kabila pour la libération des filles et femmes esclaves sexuelles au Kasaï. L'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba va atterrir ce mercredi même, selon ses partisans, à l'aéroport de Kinshasa pour son retour après plus de 11 années d'absence en République démocratique du Congo. Il veut déposer déjà dès jeudi sa candidature à la présidentielle sur place. Ses partisans n'ont pas trouvé un compromis mardi soir sur les modalités de son retour avec les forces de sécurité du président Joseph Kabila, son ancien rival. Un important dispositif policier était en place ce mercredi matin, jour férié sur les grandes artères de la ville et parti donc près également
Du siège du parti de M. Bemba, le mouvement de libération du Congo, le MLC, a constaté une journaliste de l'agence France-Presse en chemin vers l'aéroport. Les autorités congolaises souhaitent que Bemba traverse la capitale à 40 km/h, une vitesse bien trop rapide selon ses proches pour saluer la foule qu'ils espèrent nombreuse sur les 25 km entre l'aéroport et le centre-ville Kinshasa. C'est une information sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée pour plus de précision. Au Comores, on connaît déjà les premiers résultats du référendum constitutionnel destiné à renforcer les pouvoirs du président Azali Assoumani et boycotté par l'opposition. Selon une annonce du ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, c'est le oui qui arrive largement en tête. Des précisions à travers ces images. Les Comoriens ont approuvé lundi à une écrasante majorité une réforme constitutionnelle. L'annonce a été faite ce mardi par la Commission électorale indépendante, selon laquelle le oui a obtenu 172 240 voix, soit 92,74% des suffrages, contre 7,26% pour le non. Le taux de participation sur l'ensemble du territoire était de 63,9%, a également déclaré le président de cette institution lors d'une conférence de presse à Moroni, la capitale. L'opposition qui avait appelé les Comoriens à boycotter le scrutin a immédiatement crié au trucage. Dénonçant depuis des mois les abus de pouvoir du président Azali Assoumani, elle juge le référendum illégal. Lundi, les Comoriens étaient appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani, ancien putschiste élu en 2016, de se représenter pour 2 autres mandats consécutifs. Ce projet ainsi adopté prévoit aussi de supprimer les 3 postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire du pays. Cette réforme va également faire de l'islam la religion d'État de ce petit archipel de l'océan Indien où 99% des habitants sont des musulmans. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, connaît une campagne cacaoyère 2018 très difficile. Les acteurs du secteur se réorganisent. Un collectif d'exportateurs nationaux de cacao a été mis en place en Côte d'Ivoire pour réduire les coûts d'exploitation et être plus compétitif. Pouvoir rivaliser avec les multinationales du secteur cacao, c'est le principal objectif que se donne le collectif des exportateurs nationaux de cacao de Côte d'Ivoire, CENCC. Ce nouveau creuset comprend 12 exportateurs sur les 21 que compte la Côte d'Ivoire. Le CENCC veut exporter d'ici à la fin de la campagne en septembre 350 000 tonnes de cacao. Au moins 185 milliards de francs CFA ont été perdus par la Côte d'Ivoire dans la mauvaise gestion de sa filière cacao pendant la saison 2016-2017, selon un rapport d'Audi. Plus de 200 000 tonnes de cacao s'étaient retrouvées invendues sur une production totale annuelle de 2 millions de tonnes. KPMG, une société d'audit, préconise dans son rapport commandé par le gouvernement ivoirien de réduire de plus de moitié le nombre d'exportateurs agréés par le CCC pour ne conserver que ceux qui ont les reins solides. La société d'audit recommande aussi de clarifier la gestion de la filière cacao, décrite comme opaque par de nombreux experts. Le cacao est stratégique pour la Côte d'Ivoire, qui en est le premier producteur mondial avec 40% du marché. L'or brun représente 10% du PIB ivoirien, 40% des recettes d'exportation et fait vivre 1/6 de la population ivoirienne, soit 4 millions de personnes, selon la Banque mondiale. Explosion mardi d'une camionnette à un point de contrôle de l'armée dans le sud des Philippines où opèrent des groupes islamistes. 10 personnes, parmi lesquelles des militaires et des civils, y ont péri. La déflagration est survenue peu après l'aube lorsque des militaires et des membres d'une milice pro-gouvernementale ont intercepté une camionnette. C'était alors qu'ils se préparaient à l'inspecter à un point de contrôle à l'extérieur de la localité de Lamitan.
Les forces gouvernementales avaient été placées en état d'alerte après avoir reçu des informations selon lesquelles des groupes armés envisageaient de poser des bombes artisanales en différents endroits de l'île. Un soldat, 5 miliciens et 4 civils ont été tués, selon le porte-parole de l'armée philippine, Edgar Arevalo. L'attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, dont l'organe de propagande, AMAC, a affirmé qu'une attaque suicide a tué environ 15 membres de l'armée des Philippines à la mi-temps. Le porte-parole du président Rodrigo Duterte a condamné l'attentat, parlant d'un crime de guerre visant a priori les civils. Abu Sayyaf est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de 150 morts depuis les années 1970 dans le sud de cet archipel. Il a été créé dans les années 1990 grâce au financement d'un membre de la famille du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. À présent, l'instant sport de cette édition. Les mouvements d'avant-championnat se poursuivent. Joie d'Estoire, nous bonjour. Bonjour. Alors, nous avons encore deux importants mouvements entre la Juventus de Turin et le Milan AC. Nous sommes bien sûr en Italie. Tout à fait. Kodjovia Metonou, barré par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín verrait d'un bon œil une aventure au Milan AC qui compte l'emprunter à la vieille dame pour un montant d'environ 18 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 36 millions. Autre mouvement entre les deux clubs, Mattia Caldara devrait suivre l'Argentin en échange, tenez-vous bien, de Leonardo Bonucci. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer ces mouvements que nous observons alors que quand même c'est des clubs rivaux? Tout à fait. Déjà, Gonzalo Higuaín a des difficultés à s'acclimater de l'arrivée de la méga star du nouveau championnat italien, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, qui on le sait, au fil de son football et des années, s'est beaucoup plus rapproché du but, qui joue pratiquement attaquant de pointe. Donc, concurrent direct pour l'Argentin. De l'autre côté, c'est une nouvelle un peu surprenante que Bonucci veuille revenir à la Juve juste un an après avoir quitté le club. Il a été mis capitaine au Milan AC, il a marqué contre son ancien club et a célébré devant le COP. Donc c'est vraiment bizarre, les supporters n'ont carrément pas envie de voir ce retour-là, mais il a beaucoup d'amis dans l'équipe, notamment ses coéquipiers en charnière centrale, notamment Chiellini, qui a défendu le joueur, qui a dit qu'il passait ses vacances avec lui et qu'il verrait de bon oeil son retour. C'est assez bizarre, mais entre les grands clubs italiens, il y a souvent de ces mouvements qu'on ne comprend pas forcément et qui peuvent s'expliquer aussi par le fait que les joueurs sont acclimatés au championnat et qu'ils préfèrent rester dans ces clubs-là plutôt parfois, il faut s'associer aussi pour gagner. Joie d'Estoire, nous. Alors, les autres informations du mercato. Alors, il y a eu un accord entre l'Atlético Madrid et l'Inter Milan pour les transferts de Santiago Arias et Sime Versalico. C'est un Croate. Aujourd'hui, les Croates sont à la mode depuis la finale de la Coupe du Monde. Le latéral droit colombien du PSV Eindhoven, Arias, va s'engager donc avec l'Atlético pour les 5 prochaines saisons en remplacement du Croate Versalico, qui lui est prêté à l'Inter de Milan avec une option d'achat. Benedict Oedes, lui parti retrouver la joie de jouer au Lokomotiv Moscou, qu'il achète 4 millions d'euros environ à la Juve. Sunderland et Strasbourg sont tombés d'accord pour le prêt de Lamine Koné au Racing. L'ancien Lorientais doit arriver en Alsace ce mercredi matin. Merci donc à vous, Joannès Toanou. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fête de l'indépendance aux Béninois. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie d'un programme de Sika. À très bientôt.